Mon ambition est de conserver ma liberté. C'est une phrase de Socrate. Oui, On l'entend et on se dit, bien sûr. Mais plus on y pense, plus elle devient vertigineuse en fait. hmm, De quelle liberté parle-t-on au juste? Et comment, concrètement, on la conserve? c'est toute la question, et c'est ce qui nous a vraiment passionnés dans la source qu'on explore aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Il s'agit d'un article de Caroline Berger de Femiomi, la fondatrice du studio Biopilate. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle prend cette grande idée, très philosophique, de la liberté de l'esprit, Oui, et elle la fait atterrir dans une réalité qu'on ignore souvent, la liberté de notre propre corps. c'est une connexion que je n'aurais pas faite d'emblée, je l'avoue. C'est normal, On pense à Socrate, on pense à la liberté de penser contre la tyrannie, au courage intellectuel, bien sûr. pas forcément à la capacité de se pencher pour lasser ses chaussures. Et pourtant, c'est le cœur de l'argument. L'auteur suggère que cette liberté intérieure, cette forteresse de l'esprit, elle ne peut pas tenir très longtemps. Si elle n'est pas soutenue par autre chose. Exactement. Si elle n'est pas soutenue par ce qu'elle appelle une liberté incarnée. Ah, j'aime bien l'expression. C'est l'idée que pour être libre de penser, de créer, de participer au monde, il faut d'abord être libre dans son corps. Libre de bouger sans douleur, sans peur, sans négocier chaque geste. Une liberté incarnée, oui, ça rend le concept tout de suite beaucoup plus concret. On parle de cette sorte d'infrastructure invisible de notre quotidien, en fait. C'est ça. Se lever d'une chaise sans effort, monter des escaliers, porter ses courses, jouer par terre avec des enfants, des choses qu'on ne remarque absolument pas. Exactement. On les tient pour acquises. Elles sont le socle silencieux sur lequel on construit tout le reste. Et le texte nous alerte sur un point crucial. C'est qu'on ne s'en rend compte que quand ça commence à manquer. Voilà, on ne s'en rend compte de la valeur de cette infrastructure que le jour où elle commence à se fissurer. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article décrit un phénomène qu'on a tous observé, je crois. Oui, sans doute. Des personnes brillantes, pleines de vie, qui voient leur monde se rétrécir petit à petit. L'auteur parle d'un périmètre étroit dans lequel elles finissent par s'enfermer. Mhm. Et la cause, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une maladie foudroyante, c'est l'usure. Une usure lente, silencieuse, presque invisible. Le texte est très clair là-dessus. Cette liberté, elle ne nous est pas volée. Non, C'est nous qui la laissons s'éroder par négligence, par ignorance des besoins fondamentaux du corps, et surtout par sédentarité. c'est un paradoxe terrible de notre époque, non? Ah oui, complètement. On n'a jamais autant parlé de liberté, d'émancipation, de développement personnel, mais en même temps, notre mode de vie organise ce que l'article nomme une immobilité massive. C'est très bien dit. On travaille assis, on se déplace assis, on se détend assis, souvent affaissé, Et le corps, lui, c'est une formidable machine d'adaptation. Si on ne lui demande plus de s'étirer, il se raccourcit. voilà. Si on ne lui demande plus de porter, il s'affaiblit. Si on ne lui demande plus de bouger avec amplitude, il se rigidifie. Il s'adapte à ce qu'on lui impose, ou plutôt, À ce qu'on ne lui impose plus. c'est ça. Et un jour, un geste qui était anodin la veille devient une menace. Et c'est là que la peur s'installe. La peur de se faire mal, la peur de tomber, la peur de ne pas y arriver, tout simplement. On commence à éviter, Oui, on prend l'ascenseur pour un étage, on refuse une invitation à une balade, on n'ose plus soulever ses petits-enfants. et chaque renoncement est une petite parcelle de liberté qui disparaît. Ce qui nous amène à une des images les plus marquantes de l'article, je trouve. Le totalitarisme intérieur. Oui, exactement. La douleur chronique, quand elle s'installe, est décrite comme un totalitarisme intérieur. C'est une métaphore très forte. Mais terriblement juste. Totalitarisme intérieur. C'est glaçant. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bah, il faut penser à un régime totalitaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il impose ses propres lois, il contrôle les déplacements, il censure l'expression. Il absorbe toute l'énergie et toute l'attention. C'est exactement ça. La douleur chronique fait la même chose, mais à l'échelle d'un individu. C'est elle qui dicte ce qui est possible aujourd'hui. Non, pas cette promenade. Non, pas ce voyage. Non, tu ne peux pas rester assis aussi longtemps au cinéma. Elle réécrit l'agenda, elle consomme les ressources mentales et elle finit par isoler. Et elle nourrit la peur, qui elle-même nourrit la douleur. L'article parle de kinésiophobie, la peur du mouvement. C'est un cercle vicieux implacable. C'est un piège parfait. On peut le décomposer en 4 étapes très simples. D'abord, j'ai mal, donc par prudence, je bouge moins. Logique. Deuxième étape, parce que je bouge moins, mes muscles s'affaiblissent, mes articulations perdent en mobilité, mon corps devient objectivement moins capable. D'accord. Troisième étape, je me sens plus fragile, moins stable, donc j'ai encore plus peur de bouger et,
à juste titre finalement. Et la boucle se referme. Exactement. Quatrième étape, cette peur et cette anticipation de la douleur créent une crispation permanente dans mon corps, ce qui augmente la douleur, le cercle est bouclé. La solution initiale, bouger moins, est devenue le moteur du problème. C'est terrifiant. C'est le corps qui se retourne contre lui-même. Mais alors, comment l'article propose de briser ce cycle infernal? Alors, en affirmant une chose très importante, il ne suffit pas de faire du sport ou de se forcer. Ah non. Parce que si on se force à bouger dans la peur, on ne fait que renforcer les crispations. La clé, c'est de rééduquer le mouvement. Il faut réapprendre au système nerveux que le mouvement peut être sûr, il faut lui redonner confiance. D'accord. Et c'est là qu'on en arrive au Pilates. Alors pour beaucoup de gens, le Pilates, c'est une sorte de gym douce. Un truc pour avoir des abdos ou pour s'assouplir, oui. C'est ça. Mais l'article semble dire que cette vision est complètement réductrice. Comment l'auteur le définit-elle, vraiment? Elle le présente comme une méthode de rééducation de la sécurité du mouvement. Et pour comprendre ça, il faut revenir au nom que son inventeur, Joseph Pilates, lui avait donné. La contrologie? Exactement. Contrologie, ça sonne un peu rigide, presque autoritaire. On pourrait le croire, mais c'est tout le contraire. Il ne s'agit pas d'un contrôle qui bride ou qui force. C'est un contrôle intelligent. C'est-à-dire? C'est la capacité d'organiser le corps pour que le mouvement soit cohérent, efficace et sûr. C'est mettre de l'ordre dans le chaos des compensations que notre corps invente pour contourner ses faiblesses. Ah oui, je vois. Le but, c'est de permettre à la force de se déployer sans créer d'usure. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de cette organisation intelligente? L'article insiste beaucoup sur ce qu'il appelle l'intelligence du centre. C'est le pilier de la méthode. Imaginez un grand chêne en plein vent. Si son tronc est solide, profondément enraciné, ses branches peuvent danser et bouger avec une immense liberté. Même dans la tempête? Oui, mais si le tronc est faible, tout l'arbre est en péril au moindre coup de vent. En Pilates, le centre, c'est la zone qui englobe les abdominaux profonds, le plancher pelvien, les muscles du dos, c'est ce tronc. D'accord. S'il est stable et intelligent, alors les membres, nos branches, peuvent bouger librement, avec puissance et précision. S'il est faible, les épaules, les hanches, les genoux vont devoir compenser en permanence. Et c'est ça qui crée l'usure. C'est exactement ça. Donc le centre, ce n'est pas juste une question de tablette de chocolat, c'est une question de stabilité fonctionnelle. Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que cette stabilité n'est pas que musculaire. Elle est aussi neurologique. Il s'agit d'apprendre au cerveau à recruter les bons muscles au bon moment avec la bonne intensité. C'est aussi proprioceptif, améliorer la conscience de la position de son corps dans l'espace. Et au cœur de tout ça, il y a une fonction vitale qu'on oublie tout le temps, la respiration. L'article lui donne une place centrale, n'est-ce pas? Ah oui, elle est décrite comme le pivot, le pont entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Son impact est colossal. Comment ça? Une respiration courte, haute, thoracique, maintient le système nerveux en état d'alerte. Elle rigidifie la cage thoracique, ce qui bloque les épaules et le cou. À l'inverse, une respiration ample, profonde, diaphragmatique, calme le système nerveux. Elle a un effet mécanique aussi. Oui, elle masse les organes, elle mobilise la colonne vertébrale. C'est une idée très ancienne finalement. Pour les Grecs, le pneuma, le souffle, c'était à la fois la vie et l'esprit. Réapprendre à respirer, c'est littéralement se redonner de l'espace, à l'intérieur comme à l'extérieur. En vous écoutant parler de conscience du corps, de questionner ses propres automatismes, de se demander pourquoi est-ce que mon épaule se lève quand je lève le bras, ça me fait penser à une autre méthode. Ah, Mais pour l'esprit, celle de Socrate et de sa maïotique, l'article fait ce lien. C'est un des parallèles les plus éclairants du texte. la pédagogie de la conscience. C'est ça. Socrate ne donnait pas de réponse. Il posait des questions pour forcer ses interlocuteurs à examiner leurs propres croyances, leurs automatismes de pensée. Sais-tu vraiment ce que tu crois savoir? Voilà. Un bon enseignement du Pilates fait exactement la même chose avec le corps. Il ne dit pas « fais ça ». Il demande « sens-tu ça ». Il nous pousse à devenir l'observateur de nos propres schémas moteurs. Et on découvre des choses surprenantes, j'imagine. On découvre qu'on retient sa respiration pour faire un mouvement simple, qu'on serre les mâchoires, qu'on contracte des muscles qui n'ont rien à voir. Je dois avouer que je n'aurais jamais pensé à associer un cours de Pilates à un dialogue socratique. C'est une perspective qui change tout. Ça déplace le focus. On n'est plus dans le faire, mais dans le comprendre ce qu'on fait. La conscience devient la première étape pour retrouver sa souveraineté corporelle. C'est ça. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Cette prise de conscience, c'est le début de la liberté.
C'est passer d'un corps que l'on subit à un corps que l'on habite. Et cette approche, la qualité avant la quantité, la précision avant la vitesse, elle va complètement à contre-courant des valeurs de notre monde moderne. Ah oui, complètement. Le monde nous pousse constamment vers le plus vite, plus fort. Et là, on nous dit « ralentis, ressens ». C'est la crésie de sa puissance. La liberté, comme un mouvement bien organisé, est souvent discrète. On ne la remarque que lorsqu'elle n'est plus là. L'article utilise une autre métaphore, celle de l'équilibre. Oui, très juste aussi. L'équilibre, ce n'est pas une position figée et parfaite. C'est une capacité d'adaptation constante. C'est la capacité à réajuster sa posture sur un sol glissant, à compenser le poids d'un sac lourd. Et pour pouvoir s'adapter, le corps a besoin d'un vocabulaire moteur très riche. J'aime beaucoup cette idée. C'est ça. Le Pilate ne vise pas à nous enfermer dans des exercices, mais à enrichir ce vocabulaire pour que nous puissions répondre avec intelligence à tous les imprévus de la vie. Donc il ne s'agit pas de mettre son corps sous cloche, mais au contraire de le préparer à vivre pleinement. Mais l'article va encore plus loin. Il suggère que cette démarche n'est pas seulement personnelle. Qu'elle a une dimension sociale, presque éthique. C'est une idée assez forte. C'est une idée profonde. Maintenir son autonomie physique le plus longtemps possible, ce n'est pas un acte égoïste. C'est un acte social. C'est faire en sorte de limiter la dépendance évitable que l'on pourrait faire peser sur ses proches ou sur la société. C'est rester capable de participer à la vie de la cité. De rendre service, d'être une ressource plutôt qu'un fardeau. Dans cette perspective, le soin de soi, orienté vers la fonctionnalité, devient une forme de soin du monde. Cette perspective est particulièrement pertinente quand l'article aborde la question du corps des femmes, Oui, qui est si souvent un lieu d'injonctions contradictoires et de pressions esthétiques. c'est un point essentiel. Le corps féminin traverse des transformations immenses. La puberté, les grossesses, le postpartum, la ménopause, ce sont des bouleversements profonds. Et pourtant, on attend de lui qu'il ne change pas. Exactement. Qu'il continue de fonctionner et de paraître comme si de rien n'était. L'approche décrite dans l'article offre un espace qui est radicalement non performatif. Il ne s'agit pas de retrouver son corps d'avant. Non. Mais de comprendre et d'accompagner le corps que l'on a maintenant. C'est un lieu pour se réorganiser de l'intérieur, reconstruire sa force en partant de ses sensations, sans jugement et sans objectif esthétique. C'est un espace de réappropriation. L'auteur parle même d'une inclusivité radicale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la méthode, quand elle est bien enseignée, ne part pas d'un idéal à atteindre, mais de la réalité du corps qui est là aujourd'hui. Peu importe l'âge ou la condition. L'anatomie fonctionnelle est universelle. Les principes de centrage, de respiration, de contrôle s'appliquent à tout le monde. À la personne de 80 ans qui veut pouvoir se lever de son fauteuil, à l'athlète qui veut éviter les blessures. Au travailleur sédentaire qui a mal au dos? Voilà. L'objectif n'est pas d'avoir un corps parfait, mais un corps conscient et fonctionnel. La porte d'entrée n'est pas la performance, mais la présence à soi. Si on fait le bilan, on boucle la boucle? On est parti de Socrate et de sa quête de liberté pour l'esprit, et on arrive à la conclusion que cet édifice philosophique repose sur deux piliers. D'un côté, la clarté de la pensée, et de l'autre, la fonctionnalité du corps. Les deux sont inséparables. Ils se nourrissent l'un l'autre. Dans cette optique, une pratique comme le Pilates devient bien plus qu'une activité physique. L'article la qualifie d'acte de résistance à l'effondrement silencieux. C'est exactement ça. Et soudain, la liberté prend des contours très concrets, très incarnés. Ce n'est plus un concept abstrait. Non, c'est la capacité de se baisser pour jardiner à 75 ans. C'est le plaisir de pouvoir porter ses petits-enfants sans arrière-pensée. C'est la simple joie de prendre une grande respiration et de sentir sa cage thoracique s'ouvrir. C'est sentir que son corps dit oui quand la vie propose une nouvelle aventure. C'est ça. Et derrière tout ça, il y a une idée de dignité. Retrouver la capacité de faire des gestes simples, c'est retrouver une forme de maîtrise sur sa propre vie. La joie d'avoir un corps qui coopère, qui est un allié et non un adversaire. Oui, un allié. Et la conclusion du texte est à la fois humble et puissante. Elle insiste sur une différence cruciale. Il faut distinguer entre accepter ses limites et renoncer à ses possibilités. C'est très différent. Vieillir, vivre, c'est accepter des limites. Personne n'y échappe. Mais la liberté, ce n'est pas l'absence de limites, c'est la capacité à vivre pleinement à l'intérieur de ces limites, sans se laisser définir par elles. Le but n'est pas la perfection. Non. Le but n'est pas la perfection d'un corps qui ne vieillirait pas. C'est la présence, la dignité et la capacité de rester le sujet de son corps et de ses choix jusqu'au bout.
Ne pas simplement durer, mais rester pleinement vivante. C'est une ambition magnifique. Et pour terminer, l'article nous laisse avec une question implicite, une sorte de miroir tendu à notre propre vie. Hmm, Chaque jour, nous faisons des compromis avec notre corps. On ignore une petite douleur, on choisit la facilité, on remet à plus tard. tous les jours. La question n'est pas de savoir s'il faut les accepter, mais de commencer à distinguer lesquels de ces compromis sont un consentement lucide à la réalité et lesquels sont des renoncements silencieux que nous n'avons jamais vraiment choisis.